Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi ici au Grand Palais pour cette table ronde autour des forêts. Les forêts, un sujet extrêmement lié au changement climatique et aux défis que nous avons à relever sur cette question. L'idée, c'est un petit peu de vous dire ou de vous redire quel est le rôle de la forêt par rapport à cet enjeu, quels sont les services que rendent les forêts. Et bien évidemment, comment est-ce qu'on peut les protéger, y compris dans nos actes du quotidien, puisqu'il y a des solutions pour ça. Pour en parler, nous sommes autour de moi avec Sonia Troadec, qui est présidente du FSC France. Bonjour. Bonjour. Également Jean Bakouma, qui au WWF se charge du programme Forêt, justement, qui pilote le programme Forêt. Bonjour. Bonjour. Et puis, Daisy Tarrier, vous êtes présidente fondatrice de l'association Envol Vert. Bonjour. Bonjour, on va commencer avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter ce qu'est l'association Envol Vert ? Oui, l'association Envol Vert est une association de protection de la forêt et de la biodiversité, plus spécifiquement de la forêt tropicale. On existe depuis 5 ans avec 2 grands axes, un axe de travail de terrain sur des projets concrets et un axe de sensibilisation en France. D'accord. Votre prisme, il est latino-américain, c'est ça ? Il est plutôt latino-américain aujourd'hui. Pérou, Équateur, Colombie. Alors pourquoi est-ce que vous avez commencé à travailler prioritairement dans ces pays ? Pour une raison qui est que 80% de la déforestation a lieu en Amérique latine plutôt, en forêt tropicale, et que par intérêt personnel et facilité de langage, on était très attachés, les fondateurs, à l'Amérique latine, et qu'il y a aussi la présence de l'Amazonie qui est le poumon vert de la planète. Donc c'était important pour nous d'intervenir sur cet écosystème en particulier. D'accord. Quand vous parlez d'intervention, concrètement, est-ce que vous pouvez nous nommer quelques-unes des actions que vous y menez ? Oui, alors nous on travaille aujourd'hui beaucoup sur les thématiques d'agriculture. Concrètement, 80% de la déforestation aujourd'hui en Amérique latine sont liées à des problématiques agricoles. Si on veut intervenir sur la réparation de la forêt ou sa conservation, il faut intervenir là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux agriculteurs de continuer leur activité tout en respectant la forêt, c'est ça ? Exactement. Donc pour ça, il existe le sylvopastoralisme ou l'agroforesterie dont on parle beaucoup aujourd'hui. Oui. En gros, c'est comment faire de la culture vivrière ou d'exportation ou de l'élevage sous les arbres. Donc nous, on travaille sur ces thématiques-là avec les paysans localement. D'accord. Avec quel résultat ? Est-ce que c'est probant ? Est-ce que vous arrivez à convaincre ? Oui, c'est plutôt probant. On travaille des arbres qui donnent vraiment de bons résultats en termes de sylvopastoralisme et d'agroforesterie. Les paysans sont heureux des résultats et sont de très bons ambassadeurs sur le terrain vis-à-vis d'autres paysans qui ne mettraient pas en œuvre ce type de technique. Ça fonctionne à l'échelle de cellules, de quelle taille ? Qu'est-ce que ça représente en termes d'impact ? Alors, ce sont des petits projets. On travaille sur des projets pilotes, expérimentaux qui sont de l'ordre de maximum 75 hectares. Donc c'est plutôt des petits projets pilotes dans des toutes petites communautés isolées. Et notre pari, c'est vraiment de se dire que le message des paysans vont aller donner le message à d'autres pour pouvoir amplifier ça. Donc on essaie de travailler dans différents endroits pour que ce message se véhicule le plus possible. Et ces pratiques, elles permettent d'éviter la déforestation ou elles permettent de reforester ? Les deux. D'éviter la déforestation, parce que si on parle d'élevage, de vaches par exemple, 1 hectare de forêt pour une vache à peu près est détruit pour la convertir en pâturage, voire beaucoup plus dans certaines zones. Quand on travaille sur du sylvopastoralisme, on va replanter des arbres qui vont être du fourrage pour les animaux. Donc, par exemple, on travaille avec le noyer Maya. 1 hectare de noyer Maya, ça permet de nourrir 30 vaches. 1 hectare de planté de noyer Maya. Donc c'est autant d'hectares qui ne seront pas pris sur la forêt, mais c'est aussi autant d'hectares qui seront à nouveau de la forêt. Alors de la forêt pas complètement naturelle, mais de la forêt quand même. D'accord. Alors ces projets que vous les menez des deux côtés de l'Atlantique finalement, là-bas en Amérique du Sud, mais il y a aussi un enjeu ici près de chez nous, puisque votre projet c'est aussi de sensibiliser
les citoyens, les consommateurs que nous sommes? Les consommateurs qu'on est tous vis-à-vis de produits qu'on achète, que ce soit la chaussure, que ce soit le poulet, que ce soit les cosmétiques. Quasiment tous les produits qu'on consomme aujourd'hui ont un impact sur la forêt tropicale. Cosmétiques, c'est huile de palme, le poulet, c'est nourri au soja, le cuir, c'est l'élevage au Brésil notamment. Du coup, alors, pour des non-initiés, quel est le lien? Je vois bien quand vous parlez d'élevage, j'imagine que derrière on doit déforester des surfaces pour permettre l'élevage, c'est ça? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, 1 hectare de forêt minimum est déforesté pour être converti en pâturage pour avoir une vache. Cette vache, bien sûr, elle produit de la viande, elle produit du lait, mais c'est aussi celle qui nous sert à produire le cuir de nos meubles, de nos chaussures, etc. Donc il y a un lien direct de déforestation sur ces produits-là, entre ce qu'on consomme ici et ce qu'on va déforester là-bas. Donc on a lancé un outil qui s'appelle Ces produits sont en concurrence en fait avec la forêt d'une certaine façon. Complètement en concurrence avec la forêt, oui. Comme l'est le soja ou comme le palmier à huile en Indonésie. L'outil dont vous parlez, c'est quoi? L'empreinte forêt. C'est un outil qui a 2 axes. Un axe grand public qui est un quiz pour se rendre compte de nos niveaux de consommation et de l'impact que ça a sur la forêt, qui donne de l'information pour que les consommateurs comprennent bien le lien qu'il y a entre les deux, qui est, comme vous l'avez dit, mais franchement pas évident. Et il y a un outil qui est développé en parallèle pour les entreprises avec l'objectif de leur servir de pilotes pour aller vérifier leurs engagements zéro déforestation. D'accord. Alors, je vais revenir à vous dans un instant. Je voudrais qu'on écoute Jean Bakouma pour faire notamment le lien que le WWF explique très régulièrement entre forêt et changement climatique. On est en pleine COP21. Comment faire la connexion quand on n'est pas initié au sujet? C'est quoi le lien? Merci de la question. Alors, la forêt, c'est un peu de carbone, donc la relation, elle est déjà là. À partir des opérations de photosynthèse, donc la forêt absorbe le carbone. Et lorsqu'elle est détruite, évidemment, c'est là qu'elle rejette le carbone. Et d'après les derniers rapports du GIEC, la déforestation serait responsable d'environ 18% du CO2, qui est le principal gaz responsable du réchauffement climatique. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'à la COP, la prise en compte de la forêt fait partie intégrante des négociations, notamment dans les pays tropicaux, aussi bien ceux de l'Amérique du Sud que ceux de l'Afrique centrale, qui disposent encore d'un massif forestier qui mérite d'être protégé. Et à partir de là, donc dans les négociations commerciales, on a avancé l'idée d'un mécanisme de financement qu'on appelle REDD, c'est-à-dire la réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation. Mais c'est un mécanisme qui n'a pas le soutien de tous les pays, qui demeure encore en discussion, mais qui a le soutien des ONG comme le WWF. Sur ce programme-là, c'est un programme qui date déjà, c'est pas un programme récent dans les négociations internationales. On en parlait à Copenhague, je crois, déjà. Oui, le mécanisme REDD a été lancé déjà à Bali parce qu'il venait pour suppléer les faiblesses du mécanisme de développement propre qui était lancé au protocole de Kyoto. Parce que ce mécanisme MDP ne prenait pas en compte toute la forêt dans sa biodiversité, et était beaucoup plus limité aux plantations et n'était pas vraiment appliqué dans tous les pays qui en avaient besoin. Donc la mise en place du mécanisme REDD permettait plutôt de prendre en compte des forêts naturelles et surtout de prendre en compte l'effort d'éviter la déforestation qui mérite d'être récompensé. Donc c'est un mécanisme financier qui est là pour récompenser les efforts de lutter contre la déforestation et qui introduit la nouveauté qui consiste à mesurer cet effort par un mécanisme qu'on appelle MRV, donc mesure, suivi, évaluation. Alors justement, avec le recul de quelques années, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mécanisme? Est-ce qu'il fonctionne ou pas? Aujourd'hui, le mécanisme n'a pas encore totalement fonctionné parce qu'il a été rejeté
pendant un moment. On s'est beaucoup plus focalisé sur des questions de déforestation qui ont connu des développements avec les cultures agricoles, notamment en Asie du Sud-Est avec les plantations de palmiers à huile et aussi en Amérique du Sud avec les plantations de soja. Donc on s'est focalisé sur ces questions-là et aujourd'hui ce mécanisme a été remis quand même sur la table par les négociateurs africains qui de toute façon, d'après les modélisations de la déforestation à venir, vont connaître des taux élevés de leur déforestation parce que ils vont développer leur agriculture. Donc si ces pays ne veulent pas aller dans le développement de leur économie via l'agriculture, il faudra une compensation financière et c'est ce qu'ils réclament. Et donc aujourd'hui, c'est encore un mécanisme en cours de discussion. Ça montre que finalement, le financement est un enjeu important dans les négociations internationales pour le climat, mais en même temps, ça montre que la dégradation et la déforestation ont un coût à la fois écologique et financier. Donc c'est là vraiment des points d'ancrage qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on parle de la préservation des écosystèmes. Alors il y a un coût et puis ne pas oublier que la forêt rend toute une gamme de services. C'est ce qu'on appelle les services rendus par la nature. Est-ce que vous pouvez, l'un et l'autre, nous en citer un ou deux ? Écoutez, on va dire que la forêt, c'est quasiment un supermarché des services écosystémiques. C'est là qu'on va... Aujourd'hui, la plupart des gens pensent que la forêt, c'est que le bois. Non, ce n'est pas un alignement de bois, c'est un écosystème très complexe qui permet non seulement à réguler le climat, mais à fournir d'autres services, la lutte contre les érosions, la lutte contre les sécheresses. C'est en même temps un espace social où vivent environ 300 millions de personnes, d'après les études de l'Union internationale pour la conservation de la nature, et il y a environ 1,6 milliard de personnes qui tirent directement ou indirectement leurs revenus de la forêt. Donc, et au-delà de cela, vous avez là la faune qui joue un grand rôle de dissémination dans la forêt parce que c'est la plus grande réserve de biodiversité terrestre. 80% de la biodiversité terrestre se trouve en forêt. Et donc aujourd'hui, perdre la forêt, c'est perdre la biodiversité, c'est tout simplement rendre notre vie sur Terre vulnérable. Désitarié, un ajout à ça ? Un autre exemple ? Oui, un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de l'eau. On dit la pluie, en fait, les forêts attirent la pluie. L'eau tombe des arbres quelque part. Le mécanisme, il est, pour le simplifier à outrance, mais quand les forêts ont chaud, elles génèrent des parfums. Des parfums, c'est des composés organiques volatiles, processus qui, en fait, quand ils s'envolent dans l'air, viennent emprisonner quelque part la vapeur d'eau et donc créer les nuages. Donc en gros, quand la forêt a chaud, elle appelle les eaux. En plus, ces nuages vont permettre de refroidir la Terre, notamment en permettant que la lumière se réfléchisse sur les nuages et reparte dans l'atmosphère. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas un phénomène local. L'eau qui est attirée par l'Amazonie peut avoir des répercussions jusqu'au Texas. Les forêts d'Asie vont avoir des répercussions climatiques jusque dans les Balkans. Donc voilà, le mécanisme vraiment de nuages, de réfléchissement, de refroidissement de la terre qui est généré par les forêts est extrêmement important. Un autre exemple, quand on dit c'est un supermarché, les teintures par exemple. J'étais en Colombie dans les communautés indigènes Wunanambama il n'y a pas très longtemps et le chef du village disait nous dans la forêt on a jusqu'à 67 couleurs différentes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à extraire et à atteindre en l'occurrence leur artisanat avec 67 teintes de couleurs différentes. D'accord. Alors, Sonia Troadec, je vous ai présenté rapidement tout à l'heure, vous présidez le FSC France. C'est une association qui porte est-ce qu'on peut appeler ça un label, une certification ? Oui, tout à fait. Ça fonctionne comment ? Alors le FSC, comme vous le dites, c'est une certification de la gestion forestière responsable
et aussi de la reconnaissance de la valeur des forêts. C'est une ONG qui est née en 1993 suite à la conférence de Rio de Janeiro de 1992 qui a mis en avant le constat alarmant de la déforestation. FSC a donc été créé pour lutter contre la déforestation et créé par des associations environnementales comme le WWF qui est ici avec nous aujourd'hui, aussi Greenpeace, mais bien entendu des entreprises de la filière et des représentants des populations autochtones. C'est donc une certification performante de la gestion forestière responsable et c'est aussi une plateforme démocratique puisque nous avons une gouvernance unique qui repose sur les 3 piliers du développement durable. Cela se traduit par la présence de 3 chambres, donc une chambre environnementale où on retrouve le WWF, France Nature Environnement. On a aussi une chambre économique où là on va retrouver à la fois des usagers de la nature, mais aussi des propriétaires et des gestionnaires de la forêt. On a aussi des industriels comme Tetra Pak et Ikea. Et puis on va avoir également des distributeurs comme Maison du Monde et Truffaut. On a enfin une chambre sociale qui comprend des syndicats comme le SNUPFEN et associations de consommateurs comme Famille de France que je représente également puisque je suis responsable développement durable à Famille de France. Concrètement, à ce jour, FSC dans le monde, c'est 187 millions d'hectares de forêts certifiées, donc des forêts boréales, tempérées, tropicales, et c'est 30 000 entreprises certifiées qui du coup permettent via notre système de garantir la traçabilité de leurs produits avec en effet donc notre petit logo, l'arbre vert qui est apposé donc sur les produits certifiés. Sans peut-être les énumérer tous, mais pour donner une idée, quels sont les critères, les exigences qui sont les vôtres pour délivrer ce label? À quoi vous veillez particulièrement? Alors on veille à la fois aux enjeux environnementaux, la préservation, à un moment de la biodiversité, préservation des habitats et des aires à protéger. On est aussi sur la partie économique pour une valorisation à un moment des produits et à la fois la partie sociale pour des garanties, notamment au niveau des peuples. Je vais prendre un exemple très concret. En Suède, on a le peuple Sami qui vit essentiellement de l'élevage de rennes et les rennes se nourrissent de nickel qu'on retrouve sur l'arbre. Donc à force de s'alimenter, ça a une pression négative sur l'arbre, ce qui a créé de nombreux conflits avec les forestiers. Avec le système FSC, le peuple Sami est intégré dans la concertation, ce qui permet à un moment donné de trouver des solutions communes pour éviter tout conflit et pour que chacun à un moment puisse y trouver son compte. Donc ça n'est pas une conservation stricto sensu, j'allais dire presque hermétique des forêts, il y a une vision dynamique des choses. Exactement. Si vous voulez, on est à la fois sur la préservation des forêts et à la fois sur le partage de leurs valeurs. Pour nous, si vous voulez... pour nous, on va dire qu'on a une demande à l'heure actuelle de bois qui est croissante. Il faut qu'on y fasse face, mais pas n'importe comment. Et c'est pour ça que nous promouvons une gestion responsable de toutes les forêts pour à un moment répondre aux droits et aux besoins économiques, environnementaux et sociaux des populations actuelles et aussi des populations à venir. Vous parlez d'une demande croissante de bois. Croissante, pourquoi? Croissante, pourquoi? Parce qu'on consomme tous... et sans vraiment le savoir, au quotidien, de nombreux produits issus de la forêt. Comme l'a dit Envolver et le WWF, on a une partie biodiversité, mais nous, on va consommer des produits, typiquement tout ce qui va être briques alimentaires, bien entendu du papier, mais aussi des jouets, énormément de choses des forêts. Et voilà, d'où une demande à un moment qui est croissante et à laquelle il faut répondre, mais en étant responsable. Voilà. Justement, est-ce qu'on a la garantie, quand on rencontre un label comme le vôtre, de se dire que notre acte de consommation
n'a pas un impact négatif. Alors est-ce qu'il est absent cet impact négatif? Est-ce qu'il est limité? Enfin, concrètement, c'est quoi nos garanties Alors, en fait, côté si vous consommateur? voulez, à FSC, on va avoir deux grands référentiels. On a notre référentiel de gestion forestière responsable qui prend en compte les 3 piliers du développement durable. Et puis on a aussi un référentiel de contrôle. C'est-à-dire qu'à FSC, on va faire un pré-audit pour savoir si à un moment le forestier répond à nos engagements. Et puis on va venir contrôler tous les ans à un moment son référentiel pour s'assurer à un moment qu'il réponde bien à nos exigences et à nos critères. Et puis on va avoir, donc c'est un contrôle qui est effectué par une tierce partie qui est elle-même contrôlée par un autre organisme pour assurer vraiment une certaine neutralité et donc une garantie forte parce que le consommateur doit être en mesure à l'heure actuelle de pouvoir faire des choix éclairés. Et il doit pouvoir préférer, bien entendu, en toute confiance, des produits plus vertueux de l'environnement et aussi sur le plan social et économique. Et ça, est-ce que c'est une demande forte, réelle, que vous pouvez mesurer des consommateurs? Est-ce qu'il y a une vraie attente? Ou bien est-ce que vous vous adressez principalement, je ne sais pas, à des pionniers ou à une forme d'avant-garde qui serait un peu plus attentive à ces sujets? Vous en êtes où concrètement? Alors on a les deux aspects. Il faut savoir que les Français aujourd'hui sont de plus en plus concernés par tout ce qui touche l'environnement. Mais on sait que voilà, il y a encore des efforts à venir et c'est pour ça aussi qu'on continue à un moment de travailler comme on le fait et de mettre en avant l'importance capitale des forêts puisque l'avenir de l'humanité en dépend. Et voilà. Et pour formuler ma question autrement, est-ce que vous pensez que le critère prix n'est pas encore très largement prédominant par rapport à ce critère de certification? Alors bien sûr, oui, tout à fait. Et comment faire pour dépasser ça? On est face à un moment, à un pouvoir d'achat qui diminue. Donc forcément, le prix va rester le premier critère. C'est pour ça qu'on a besoin aussi à un moment de se développer plus largement, puisque cela permettra également de réduire les coûts. Et on espère bien sûr pouvoir répondre à la demande du consommateur sans forcément le brider. Dans le volet vulgarisation que vous avez, l'association Envolver des Itariers, à quoi sentez-vous que les consommateurs ou les citoyens accrochent particulièrement? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui réussit à les emmener? Et inversement, peut-être, qu'est-ce qui ne prend pas du tout? Je ne sais pas si je peux vraiment complètement répondre à ça. Ce dont on s'est vraiment rendu compte à travers cet outil de l'empreinte forêt, c'est surtout que le grand public ne faisait pas le lien entre tout ça. C'est-à-dire clairement ne font pas le lien entre le fait que consommer du poulet sont nourris au soja, que le soja a un impact sur la déforestation en Amérique latine. Donc avant de pouvoir répondre finalement à votre question, sur quoi ils réagissent, il y a une première étape qui est leur faire connaître les impacts et les sensibiliser à ça. Parce qu'on ne peut pas les faire réagir à quelque chose si déjà à la base ils n'ont pas compris le fonctionnement. Le mécanisme. Voilà, le mécanisme. Et ça, quand vous êtes, pardonnez-moi, mais dans un acte de consommation quel qu'il soit, grande surface ou pas, on n'est pas tous polytechniciens, à supposer que les polytechniciens maîtrisent ces mécanismes. C'est presque une gageure, là, ce dont vous parlez. Oui, mais c'est pour ça que des associations comme Envolver, comme WWF sont là, existent, ont des outils de sensibilisation pour les tout petits, pour les plus grands, pour les plus experts, pour justement venir sensibiliser. Et c'est un acte qu'on doit faire tous les jours et qu'on doit faire justement aussi avec les plus jeunes. Ça viendra, c'est juste que c'est long et puis ça fait pas finalement le lien entre les produits de grande consommation et la déforestation, ça fait pas si longtemps qu'on en parle. Et qu'on en parle de manière aussi vulgarisée. Donc moi, je ne suis pas tellement surprise de voir que les gens ne sont pas au courant de ça. L'éducation nationale a un rôle à jouer, Jean Bakouma, là-dessus? Pas que l'éducation nationale, c'est toute l'éducation des enfants, de toutes les générations. Au WWF, on se concentre sur des acteurs aussi qui ont un gros impact. Par exemple,
Dans le monde, il y a environ 300 entreprises qui influencent la consommation ou la demande de 7000 personnes. Donc il faut cibler ces grandes entreprises qui ont un gros impact et changer leurs pratiques et les accompagner dans des schémas de certification comme le FSC, parce qu'au moins, à partir de là, les autres entreprises vont essayer de les imiter, en tout cas de les copier et avoir un mouvement d'ensemble. Et puis nous avons le volet formation avec des kits pédagogiques, un mécanisme aussi de dénonciation. On fait aussi donc, du plaidoyer sur des sujets comme ça pour essayer d'éclairer à la fois les consommateurs mais aussi le producteur. De toute façon, on ne peut pas gagner la bataille de la déforestation tout seul. Il faut un mouvement collectif, partager les enjeux et la vision et puis mettre en place des actions et utiliser des certificats qui ont un impact sur le terrain comme le FSC. Et c'est ça notre démarche en essayant d'associer tout le monde. Oui, je voudrais juste me permettre de rebondir sur ce que dit Jean Bakouma. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'action, elle doit être collective. C'est pour ça qu'à FSC, on a porté un manifeste pour mettre en avant justement l'importance des valeurs et la valeur des forêts. C'est un manifeste qui a été d'ailleurs signé par de nombreux acteurs engagés, aussi des personnalités comme Nicolas Hulot, Tristan Lecomte. Comme dit Jean, aujourd'hui, c'est un combat qui doit être collectif. Nous, en portant ce manifeste, ce qu'on voulait, c'était interpeller justement les gouvernements sur le fait que l'importance capitale des forêts et le rôle indéniable qu'elles jouent dans l'atténuation du changement climatique doit être pris en compte. Aujourd'hui, ce qu'il faut, à travers ce combat collectif, c'est qu'on ait, au niveau des acteurs publics, on va dire, nous, ce qu'on aimerait, c'est que la certification devienne un réflexe. Donc, il faudrait que ça fasse partie, à un moment, des appels d'achat public. Il faudrait aussi que les entreprises puissent aller au-delà dans leur démarche de responsabilité sociétale. Et il faut aussi que les banquiers s'investissent, puisque pour les petits forestiers, c'est pas forcément facile. Et bien entendu, le consommateur qu'on se doit d'informer et de sensibiliser, puisque comme l'a dit Envolvert, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion avec la nature. Et puis, il ne faut pas oublier que nous, on a besoin des forêts, mais que les forêts, elles n'ont pas besoin de nous. Et aujourd'hui, il faut vraiment axer une information sur tout ça. Le tout dernier mot, ce manifeste, on le trouve où ? Alors ce manifeste, vous le trouvez sur notre site FSC COP21. Vous pouvez d'ailleurs le signer en direct et je vous en remercie par avance. Très bien, le mot est passé. Merci d'avoir participé à ce live et à bientôt. Merci. Merci.